C'est bon. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette séance consacrée aux estampes japonaises. Alors, je vais vous parler donc un petit peu de technique. On va aussi voir quelques repères historiques. Et puis, on verra un petit peu quels sont les thèmes, qu'est-ce qui est représenté finalement avec ces estampes. Je vous montrerai ensuite 3 artistes. Et puis, on terminera en parlant des influences et donc en parlant de japonisme à la fin. Alors, quand on parle d'estampes, on parle de bois gravé. Le bois gravé, évidemment, on parle de gravure sur bois ou encore de xylographie. Alors, pour le matériel, il faut du bois. Donc, en général, c'est l'essence de bois qui est la plus utilisée, c'est le cerisier, puisque ses propriétés lui permettent en fait d'être tout à fait adapté à la gravure. C'est un bois qui ne se charge pas trop en humidité. Et c'est également un bois qui se rétracte peu. Donc, c'est le bois qui va être utilisé à cette époque. On utilise évidemment des outils propres à la gravure. Dans l'estampe japonaise en particulier, comme le travail d'impression va se faire à la main, on utilise un baren qui est donc cette sorte de petit coussin, enfin cet outil rond plutôt, en bambou tressé. Et puis on utilise également du papier à base de fibres de mûrier. Et pour les pigments, eh bien, on va d'abord commencer par l'encre de Chine, puisque les premières estampes vont être en noir et blanc, et par la suite, on va utiliser la couleur. Alors l'encre de Chine, les recettes de l'encre de Chine ne sont pas les mêmes selon les époques et même les régions. Chaque région a un petit peu sa recette. On parle d'encre de Chine en fait pour un pigment dans lequel il y a des résines, des écorces d'arbres, des huiles, du charbon. En général, hein, c'est à base de ces ingrédients-là. Pour les pigments en couleur, alors je vais donc vous montrer. Alors je ne sais plus si je l'ai gardé. Non, j'ai pas gardé. Ops. Pardon, j'avais fait un écran avec des couleurs et les plantes, mais je vais vous les donner comme ça, j'ai dû l'enlever. Pour les couleurs, on emploie donc en général pour obtenir les pigments, on emploie des fleurs, des plantes, les sucs des plantes. Donc on va utiliser le safran, le millepertuis, la garance, l'indigo. Donc pour obtenir toutes les couleurs primaires qui vont ensuite permettre de créer toutes les couleurs complémentaires. Et puis pour le blanc, on obtient un blanc, en fait, un pigment blanc qui s'appelle le gofun, qui est constitué à partir de poudre de coquille d'huître avec de la colle de riz. Et donc, pour certaines estampes, ça n'est pas systématique du tout, hein, mais pour certaines estampes, on va travailler avec un papier qui est brillant, donc dans lequel on va incorporer du mica. La technique, en gros, hein, c'est un dessin que l'on va placer sur donc la plaque de bois. Ce dessin, on va le décalquer, on va donc créer des repères pour pouvoir, en fait, pour qu'il apparaisse sur la planche de bois. Ensuite, cette planche, on va soigneusement la graver et ensuite, on va donc passer la couleur. Et on va passer par-dessus, enfin, on va faire le travail d'impression avec le baren. Et donc, on obtient l'estampe donc reproduite. Hein, donc, c'est un système d'impression reproduite sur le papier. En général, il y a de nombreuses personnes qui sont impliquées dans la réalisation d'une estampe. D'abord, il y a l'éditeur. L'éditeur, en général, c'est celui qui apporte les fonds et qui va parfois être l'intermédiaire pour certaines commandes privées. Le peintre qui se charge du dessin, mais souvent le peintre est également le graveur. En tout cas, au début des estampes au Japon, il
il y avoir souvent des peintres et des graveurs qui vont par la suite avoir les deux compétences. Et puis, il y a donc l'imprimeur. L'imprimeur, en fait, qui se charge de la fin du travail et qui, en général, produit les estampes et les donne et les fournit à l'éditeur. Les premières estampes, donc, elles sont en noir et blanc, donc uniquement à base d'encre de Chine. On les appelle des sumi zuri e. Cet art de l'estampe, il naît en Chine avant de se diffuser en Corée et ensuite au Japon. Pendant longtemps, on va utiliser des estampes en noir et blanc et on ne va illustrer avec ces estampes que des textes et des livres religieux. Alors, pardon, vous verrez le livre ensuite parce que j'ai décalé les images. Quant à la couleur, elle va apparaître donc dans un deuxième temps. Et cette couleur, elle va se développer donc au Japon à la fin du XVIIe siècle. Hein. Mais jusque-là, on n'utilise que le noir et blanc. Voilà, ça c'est un exemple de document en fait avec une prière bouddhiste, donc un livre religieux illustré d'estampes. Alors par la suite, les estampes vont illustrer de nombreux thèmes, de nombreux livres, en particulier donc les manuels, certains manuels donc, des manuels techniques, comme ici des techniques sur l'agriculture. Là, on voit un feuillet à gauche extrait d'un manuel pour expliquer donc la fabrication de la soie. Donc, on voit des femmes qui travaillent, qui font sécher donc les feuilles de mûrier qui vont servir à alimenter les vers à soie. Et puis à côté, vous voyez un livre sur l'art du jardinage avec donc une illustration de bonsaï. Les estampes en couleur, on va les appeler des ukiyo-e, ce qu'on traduit par image du monde flottant. Alors, vous allez voir que le style de ces estampes est particulier par rapport à la Chine. En fait, on a en Chine des estampes avec des descriptions de nombreux personnages dans de grands paysages. Et au Japon, on va avoir plutôt des personnages isolés et des petites scènes dans lesquelles il y a en fait une sélection qui est faite et un motif qui est particulièrement mis en valeur. Donc en évoluant dans le temps, au XVIIIe et au XIXe siècle, les estampes en couleur vont devenir de plus en plus riches et on va avoir donc ce qu'on appelle les estampes de brocart, qu'on appelle des nikishi-e. Pardon, nishiki-e. Donc là, vous avez des exemples d'illustrations, donc des estampes qui illustrent des livres. Donc en haut, on a un roman. En bas, on a un recueil de poésie, également sur le côté. Alors les recueils de poésie vont vraiment se développer à partir justement des estampes en couleur, de l'époque des estampes en couleur. On va avoir de nombreux clubs, cercles de poètes qui vont apparaître en particulier dans la capitale, Edo, et qui vont donc être demandeurs de toutes ces illustrations et qui vont demander des estampes qui vont ensuite être complétées de poésie. Il y a également les haïkus, donc ce sont des poèmes typiquement japonais avec 3 lignes et 17 syllabes. Ces haïkus, ces formes poétiques, vont également être illustrées donc avec des motifs végétaux, des motifs relatifs à la beauté de la nature. Et puis, on va voir dans ces motifs des représentations souvent d'insectes.
Alors, ce qui va également devenir très populaire, en particulier à l'époque d'Edo et du développement donc, des estampes en couleur. Donc, on parle de la période qui va du XVIIe au XIXe siècle. Cette période de Edo, pendant laquelle les estampes vont devenir donc très populaires. C'est-à-dire que donc la clientèle de ces estampes est d'abord une clientèle bourgeoise, aisée, hein, une clientèle marchande, mais par la suite, en fait, beaucoup d'estampes vont être abordables pour des classes sociales moins fortunées. On va utiliser les estampes pour décorer les calendriers, par exemple, ou pour créer des cartes de vœux qui vont être accessibles, on va dire, à la plupart des gens. Et les représentations d'acteurs de kabuki vont être vraiment très célèbres et diffusées en grand nombre. Donc le théâtre kabuki, c'est un théâtre qui se développe pendant la période de Edo. C'est un théâtre très baroque, lyrique, hein, avec des costumes très impressionnants, des maquillages excessifs. Donc, par rapport au théâtre No qui utilisait des masques, le théâtre kabuki, lui, utilise uniquement les maquillages et les costumes. Ce type de théâtre donc va devenir très populaire et donc il va y avoir une augmentation des demandes qui sont faites sur les portraits des acteurs. Alors, ce recueil-là de portraits d'acteurs de kabuki, je vous le remontrerai tout à l'heure, puisqu'il a été réalisé par un des artistes dont je vais vous parler. Voilà, là, on voit une image avec donc, on a l'impression que la personne porte un masque, hein, littéralement, alors qu'il s'agit vraiment d'un maquillage très sophistiqué. Alors, ce qui va également beaucoup être demandé au niveau des manuels, et évidemment manuels illustrés, ce sont des guides, hein, des sortes de guides, on pourrait presque dire touristiques, hein, puisque pendant la période de Edo, il va y avoir donc ce qu'on appelle une politique isolationniste, hein, c'est-à-dire que le souverain donc, qui dirige le pays, le shogun, hein, c'est un noble en fait qui a pris le pouvoir, qui s'est fait élire par d'autres nobles, prend le pouvoir donc à la place de l'empereur, qui est relégué à un rôle, on va dire, symbolique et religieux. Et le shogun donc dirige le pays et prend les décisions. Parmi ces décisions, il y a donc cette décision de fermer le pays. Alors fermer le pays à la circulation suite aux troubles créés par les missionnaires et donc également sélectionner les marchés avec lesquels le Japon va travailler. Donc ça a quand même pour conséquence au niveau de la population d'interdire les sorties du Japon et donc et de réguler, enfin d'interdire, mais surtout de réguler les entrées, puisque certaines entrées évidemment sont permises par rapport à certains marchés, à certains commerces qui eux sont maintenus. Donc pendant cette période si particulière, donc cette fameuse période de Edo, on va développer un tourisme intérieur. Et les personnes, donc, enfin, parmi évidemment celles qui sont le plus aisées, vont être invitées à se déplacer dans le pays, à visiter les régions, à effectuer des pèlerinages de temple en temple. Et donc, il va y avoir des ouvrages qui vont être édités et donc illustrés d'estampes. C'est ce que l'on voit ici, l'exemple que l'on voit ici. Alors la ville de Edo va être également particulièrement mise en valeur puisque le shogun, donc le souverain, celui qui dirige le Japon à cette époque, il a son palais qui est à Edo et donc il a décrété cette ville comme étant la nouvelle capitale. L'ancienne capitale, celle dans laquelle vit en fait l'empereur et sa famille, c'est Kyoto. Alors, on va avoir beaucoup de diffusion d'images sur la ville d'Edo. Il va y avoir même des séries qui vont être éditées, des séries qui ont uniquement pour thème cette ville. Alors, on va voir des vues urbaines, on va voir la nature aux environs de Edo, on va voir différents métiers ou différentes activités qui s'y produisent.
Il va y avoir aussi à cette époque une glorification de la nature au Japon et on va représenter donc des paysages, on va représenter des animaux, on va même mettre certains motifs en valeur, comme un animal en particulier, ou un arbre, ou une perspective sur un jardin. Il va y avoir toutes ces images vraiment qui sont tout à fait liées d'ailleurs aux croyances shinto, puisque au Japon, le shintoïsme était très présent à cette époque, à côté du bouddhisme. Donc il y avait toutes ces croyances dans les esprits de la nature et donc il y avait une sorte de sanctification un petit peu de la nature qui en découlait. On va également, parmi les thèmes qui sont représentés dans ces estampes, on va souvent aborder la figure féminine. Alors la femme, bien sûr, hein, elle va être présentée comme un symbole d'élégance, de beauté, une sorte d'idéal de raffinement. Et puis on va mettre en valeur, évidemment par ce biais-là, hein, les kimonos. On va également présenter des femmes à leur toilette. Et donc on en verra également beaucoup, puisque un des artistes que je vais vous montrer tout à l'heure s'était spécialisé dans ce genre. On va également créer à cette époque des images, des estampes qu'on appelle les shunga. Donc, ce sont des images sensuelles, hein, et érotiques. Alors, il peut y avoir certaines versions comme celle-ci qui sont assez discrètes. Et puis des images beaucoup plus érotiques, voire même pornographiques. Ces images, elles sont diffusées en particulier dans les quartiers des maisons closes et donc elles sont créées pour la première fois justement à Edo, dans le quartier de ce qu'on appelle les maisons vertes. Et maintenant, je vais vous montrer donc le travail de 3 artistes, Utamaro, Okusai et Hiroshige. Ces 3 artistes ont vécu au XVIIIe et XIXe siècle. Ils sont tous les 3 originaires de la ville de Edo ou de sa région, puisqu'il y en a un qui est dans la région, mais ce sont des artistes qui sont d'Edo ou de sa région. Et ce sont 3 artistes qui sont à la fois des peintres et des graveurs. Alors, Kitagawa Utamaro, c'est un artiste dont on sait en fait peu de choses par rapport aux 2 autres. On sait qu'il a eu un atelier prospère, qu'il a connu le succès de son vivant, qu'il avait également beaucoup d'élèves qui travaillaient pour lui. Il a été donc marié, il n'a pas eu d'enfant. Et on sait que donc il est mort à 53 ans. Hein. On sait qu'après sa mort, sa veuve s'est remariée avec un de ses élèves. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur sa vie personnelle. Quant à son style, c'est un artiste qui a essentiellement pratiqué donc les figures. Donc, il s'est spécialisé vraiment dans les personnages. Alors, je vous montrerai quand même un paysage et puis des peintures liées au monde végétal ou de la nature. Mais sa spécialité, et ce qu'on lui a demandé, ça vraiment est tourné autour des figures. Il a en particulier créé un style. Donc, à partir de son travail, on a créé, donc on a donné un nom à ce style. Hein. Donc, il est vraiment l'initiateur de ce style de figure féminine dont vous allez découvrir le nom tout à l'heure. Je l'ai mis un petit peu plus loin. Sur cette estampe, on a la représentation d'une propriétaire de salon de thé. Alors, à l'époque de Edo, le shogun a favorisé la création des salons de thé et il a en particulier apporté des aides aux femmes qui souhaitaient se spécialiser en ce travail. Alors, on va avoir ces propriétaires de salons de thé qui vont finalement être assez connus, enfin, en tout cas dans la ville, et qui sont donc représentés. Donc Utamaro s'était fait une spécialité de représenter ses propriétaires, et on en a un exemple ici.
Alors, on va avoir donc un certain nombre de représentations comme ça de femmes. Vous allez peut-être avoir l'impression que finalement les visages sont quand même assez semblables, que ces femmes se ressemblent quand même toutes, alors que c'est assez subtil. Mais en réalité, Utamaro a recherché à individualiser les visages de manière discrète, hein, parce qu'à l'époque, il y avait également des conventions. Donc, on était formé par des maîtres et innover était quelque chose d'assez compliqué. Les innovations étaient souvent critiquées. Alors, il fallait innover, mais de manière assez discrète et ça demandait du temps, en fait, pour que les façons de faire ou le style puissent vraiment changer ou qu'il y ait une évolution. Donc les détails se jouent au niveau de la forme du visage, vous verrez, qui est peut-être plus ou moins allongée, les joues qui sont plus ou moins rondes, la position des yeux également, qui peut être située voilà, un petit peu plus haut. Voilà, ça se joue vraiment à des petits détails. Donc vous en rendrez peut-être compte au fil des images, ou évidemment vous vous en rendrez mieux compte en feuilletant des reproductions de ces estampes, bien sûr. Alors, à côté des portraits de propriétaires donc de maisons de thé, il y a aussi des portraits des geishas. Alors, les geishas, à l'époque, ce sont des femmes artistes, musiciennes, chanteuses. Elles sont également lettrées, puisque on les emploie. En fait, ce sont des femmes que l'on emploie. Alors, en général, évidemment, elles sont employées par la bourgeoisie ou l'aristocratie, bien sûr, pour animer donc les fêtes. Donc, ce sont des artistes hein, avant tout. Là, on voit cette geisha sur un fond de papier gaufré avec donc des incrustations de mica. Donc, le Utamaro utilisait souvent du papier gaufré comme ça avec du mica pour donner à ces estampes un aspect beaucoup plus précieux. Voilà, donc on voit à nouveau hein, les silhouettes. Donc j'ai utilisé certaines images pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait trouver au niveau des thèmes. Et ensuite, on va les retrouver dans l'œuvre de ces artistes. Donc encore le portrait d'une geisha à gauche. Et à droite, on voit une femme à sa toilette, donc en train de réaliser sa coiffure. Une des spécialités d'Utamaro, c'est d'avoir pratiqué des plans rapprochés. Alors, jusqu'à son travail, en fait, on pratiquait très peu de plans rapprochés, comme on le voit ici avec ce plan serré sur le visage. Et donc, c'est une de ses particularités et une de ses innovations. Ce sont ces plans serrés. Alors, le cadré, l'artiste va faire des choix. Il va nous montrer parfois un début de kimono ou une étoffe, ou il va nous montrer un objet qui peut être tenu par le modèle. Les fonds, en général, sont neutres ou précieux ou gaufrés, comme celui-ci qu'il est, et qui mettent en valeur réellement la figure, donc sans autre attraction, sans autre chose qui puisse occuper notre attention. Une de ses spécialités, c'était également de faire des doubles impressions pour le noir, de manière à ce que la chevelure ou les parties noires soient particulièrement donc intenses au niveau de la couleur et opaques. Voilà, donc il joue avec la forme du nez. Hein, donc parfois vous allez avoir un nez qui est plus ou moins droit, plus ou moins long, plus ou moins aquilin. La forme de la bouche aussi, un petit peu, voilà, c'est subtil, mais en tout cas, ça fait partie de ses recherches, vraiment de vouloir individualiser les figures, les personnages. Donc le style Bijin-ga,
en fait, c'est le nom que l'on a donné à ces thèmes d'estampes, donc uniquement, représentant uniquement des modèles féminins occupés donc à leur toilette ou qui mettent en valeur des kimonos. Alors, je n'ai pas toujours mis les titres, mais on connaît bien sûr la plupart du temps les titres de ces estampes. Ben, en général, ce sont des titres plus ou moins poétiques d'ailleurs, qui font référence à la beauté, à l'harmonie, enfin à tout ce que ces femmes peuvent incarner. Alors, il y a plusieurs formats pour les estampes. Il y a des formats qui sont plus ou moins verticaux, d'autres horizontaux. Il y a toute une classification avec des noms différents, bon, que je n'ai pas mis forcément là, mais sachez qu'il y a toute une classification, et bien sûr, dans les formats, et que les artistes ne choisissent pas des formats au hasard, ils se conforment à des dimensions particulières à chaque fois. Alors Utamaro, il va représenter donc ces femmes très élégantes, c'est des sortes de gravures de mode, hein, on pourrait dire. Il va également représenter des femmes au travail, donc on voit des personnes de conditions plus modestes occupées aux différentes tâches ménagères. On voit également beaucoup d'artistes, donc en particulier ces fameuses geishas, donc beaucoup d'artistes, de musiciennes représentées. Voilà, et évidemment, des femmes en train de se maquiller, de s'apprêter, de constituer leur coiffure. Alors pour ce qui est de l'esthétique, hein, en fait, cette esthétique, les lignes souples, l'importance du trait, l'aspect graphique en fait du travail, hein, c'est vraiment ce qui est mis le plus en valeur, à côté évidemment des aplats de couleurs. Cette façon de faire, hein, ce style est propre bien sûr à l'Asie, avec des particularités après stylistiques évidemment pour le Japon, en particulier pour le Japon, donc ces motifs isolés ou généralement ces plans serrés. Alors il faut imaginer évidemment que forcément, hein, plus les estampes comportent de couleurs et plus ça demande de travail et de temps, puisque chaque couleur correspond à une planche particulière, hein. Donc on va à chaque fois utiliser une nouvelle planche avec une couleur et on va à chaque fois faire des passages et imprimer donc la même feuille bien sûr, mais sur des bois différents. Donc à chaque couleur, un bois gravé différent. Voilà, et on voit évidemment ce que ça peut donner dans les fameuses estampes de brocart où on a parfois jusqu'à 10 couleurs différentes. Alors on trouve aussi dans l'œuvre d'Utamaro ce qu'on appelle des scènes de genre, c'est-à-dire qu'on peut trouver des personnages dans différentes activités, occupés dans différentes activités. Il y a également des groupes. Au niveau des formats, on trouve également donc, présentés bien sûr dépliés. Donc ces formats, ils se replient et ils sont donc présentés avec une petite couverture, hein. Enfin, ils sont présentés à l'intérieur d'une couverture de présentation. Dans cette composition, on voit que le peintre a rythmé littéralement sa composition avec les ombrelles. Alors, s'intéressant bien sûr tout particulièrement au monde féminin, on va avoir évidemment dans les estampes d'Utamaro, on va avoir beaucoup d'enfants. Là, on a ce qu'on appelle un triptyque, c'est-à-dire que contrairement à tout à l'heure où on avait une présentation en frise, là, on va avoir 3 dessins séparés, enfin
Quand je parle de dessin, bien sûr, on regarde toujours des estampes, hein, mais qui sont nées d'un dessin à l'origine. Euh, donc on voit les trois motifs disposés comme trois petits tableaux indépendants, mais sur le même thème, hein. Donc des femmes avec des enfants qui se promènent sous des cerisiers en fleurs. Et puis, on va voir des femmes en train d'allaiter leurs enfants, en train de les cajoler, de jouer avec. En général, il y a une convention également que va choisir Utamaro, qui va être de représenter systématiquement ces femmes penchées vers l'avant, penchées sur leurs enfants, hein. Donc, en général, à chaque fois que les femmes seront en train d'apporter des soins particuliers aux enfants, il va les représenter de cette manière, hein, tournées vers les enfants, penchés vers eux. Alors dans ces scènes, il y a une recherche aussi de spontanéité qui est importante. Donc Utamaru cherche à saisir l'instant, à saisir des attitudes. On voit par exemple que le personnage de gauche est appuyé, hein, il est un peu en équilibre précaire sur une de ses mains. On voit celui de droite, celle de droite en train de s'étirer. Voilà, donc ce sont des petits instants comme ça, captés, des petites attitudes auxquelles on ne s'attend pas forcément, hein, par rapport aux attitudes qu'on a vues précédemment, qui sont un petit peu plus standardisées. Et puis, il va représenter aussi le thème du couple, puisque Utamaro va également donc, être l'auteur de nombreux shunga. Alors, dans ce thème-là du couple et de l'érotisme, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller de la simple complicité, comme ici, hein, de la simple complicité amoureuse ou de petits jeux de couple ou voilà, de situations, on va dire, intimistes, mais sans plus. Voilà, à des scènes un petit peu plus sensuelles, voire évidemment beaucoup plus érotiques. Alors dans le graphisme, la manière dont est employé le graphisme, on voit donc que les lignes mettent en valeur les contours, mettent en valeur le détail des corps, des vêtements. Cette ligne, elle va permettre également de simplifier le décor. Donc on va souvent s'en tenir uniquement à cette ligne en créant peu de dégradés. Alors là, on en a un petit peu parce qu'on a quand même des zones foncées et claires, mais on n'a pas de véritable dégradé. On verra tout à l'heure dans les paysages qu'on va en retrouver un petit peu plus, mais ces dégradés, ils vont apparaître finalement sous l'influence de la peinture occidentale. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure, alors qu'à l'origine, dans les estampes en couleur du XVIIIe siècle, il n'y a quasiment pas de dégradé. On n'utilise pas ce genre de procédé. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait des contrastes entre zones claires et foncées, comme c'est le cas pour la petite rambarde au fond. Et en général, on utilise pour le reste, on utilise des aplats. Donc aplats de couleurs, donc aplats bien sûr, hein, qui sont évidemment travaillés avec des lignes, donc qui permettent de donner du relief, de donner un certain effet de volume et de profondeur. Mais en fait, on n'utilise ni l'ombre et la lumière, ni les dégradés, et donc les formes apparaissent comme une succession de plans colorés. Voilà, donc il est l'auteur de ce recueil de kabuki dont je vous ai montré deux exemples tout à l'heure. Donc on va regarder plusieurs planches. Alors la disposition, hein, de diverses, là où Tamaro a choisi de les présenter comme des éventails tournés sur le côté. Et on voit donc les attitudes, les mimiques des acteurs, donc qui sont représentés uniquement, enfin uniquement leur portrait à eux, donc sur des fonds clairs.
sans autre détail, si ce n'est leur accessoire, hein, lorsqu'ils tiennent des armes. Et on voit donc l'évocation de la richesse, hein, des costumes, l'extravagance même de certains costumes, hein, avec les épaulettes couvertes de poissons, ou bien les maquillages. Alors là, les maquillages sont assez discrets sur ces portraits, mais ils peuvent être beaucoup plus exubérants, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le maquillage beaucoup plus couvrant que vous avez vu tout à l'heure. Alors, dans les portraits de ces acteurs, on peut trouver que les mimiques sont exagérées. Et en fait, ça n'est pas vraiment exagéré par rapport à la réalité de ce théâtre, puisque dans le théâtre kabuki, on va utiliser beaucoup le mime, et il va y avoir donc tout un travail des acteurs qui est fait sur des attitudes exagérées, un peu outrancières, et donc beaucoup de travail, donc de mimique, qu'on retrouve sur les estampes. Le théâtre kabuki, il a la particularité de n'employer que des acteurs hommes. Donc ça, c'était encore une décision de la part du shogun à l'époque d'interdire le théâtre aux femmes. Donc avant la période de Edo, les femmes pouvaient pratiquer ce théâtre, hein, elles pouvaient être actrices. Et pendant la période de Edo, les femmes peuvent regarder, bien sûr, hein, les femmes sont spectatrices de ce théâtre, mais ne peuvent plus être actrices. Donc tous les rôles vont être joués par les hommes, et donc les hommes vont se travestir pour jouer les rôles de femmes. Donc c'est ce que l'on voit sur cette image, hein, qui est donc représente un homme déguisé en femme. Alors, à côté de cette production, donc essentiellement ces portraits, ces bijingas, toute cette thématique féminine, cet artiste va également donc illustrer des recueils de poésie et des romans. Et donc, je vous montre ici des estampes donc issues de recueils de poésie. Alors, il y a une convention de représentation à l'époque qui est un petit peu curieuse, mais que l'on trouve donc souvent. Donc, c'est pas une particularité d'Utamaro de faire ça, hein, ça ne lui est pas propre. C'est vraiment quelque chose qui est une convention, hein, qui est utilisée par de nombreux artistes. C'est de représenter les animaux les uns derrière les autres. Donc parfois, on utilise aussi ce procédé pour les personnages. En tout cas, il est très fréquent pour les animaux, pour donner une sensation des animaux qui sont regroupés, comme les trois oiseaux, avec cette étrange disposition, les uns derrière les autres. Alors on voit dans ces illustrations qu'on a isolé vraiment soit la représentation animale, soit qu'on va juste représenter une branche ou évoquer un tronc, un relief. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres informations, si ce n'est vraiment de se concentrer sur le motif, la fleur, la plante ou l'oiseau. Et évidemment, ça a pour résultat de le mettre en valeur, hein, forcément. Ensuite, il y a des estampes évidemment qui sont plus riches au niveau de la composition, donc toujours une estampe d'Utamaro, donc qui reproduit un paysage donc issu d'une série. Alors les séries, elles vont donc apparaître au XVIIIe siècle. Ces séries, elles comportent donc une quantité de vues sur une région. Donc ça peut être également une ville, hein, ou ça peut être un relief, comme on le verra tout à l'heure, un relief montagneux. Et donc ces séries vont se développer à partir de cette époque. Alors c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de succès. Il va y avoir beaucoup de demandes qui vont être faites de séries
Ces séries, à la base, elles sont, voilà, on voit ici qu'il y a juste 8 vues, hein, donc en général, elles font une dizaine de vues, les premières séries et puis, on va vraiment développer ce thème jusqu'à avoir, des plusieurs volumes, parfois même, hein, des centaines, même, d'estampes, à l'intérieur d'un même recueil. Et maintenant, on va regarder le travail de Hokusai. Alors cet artiste, on sait de lui, qu'il était appelé le fou du dessin. On sait qu'il a donc parmi, les artistes japonais, il est l'artiste dont on a recensé, le plus de dessins, effectivement. Donc 30 000, près de 30 000 à ce jour ont été recensés. Donc il a également réalisé des milliers, d'estampes. C'est un artiste qui a été connu, de son temps, donc très apprécié, même s'il n'est jamais devenu très riche, parce qu'il a eu tout au long de sa vie, toujours un petit peu de difficultés financières. Il a été, adopté, en fait, à l'âge de 3 ans, par un artisan, un fabricant de miroirs qui travaillait, pour la cour, pour le shogun. Donc, bah, lui n'a pas suivi, le parcours de son père adoptif. Il s'est formé donc très jeune à la peinture et à la gravure. Donc il dit, hein, lui-même, il a laissé quelques écrits, il a également, composé beaucoup de poèmes. Et dans ses écrits, il témoigne que le dessin a toujours été une obsession pour lui et que le plus loin qu'il se souvienne, c'est que déjà, à l'âge de 6 ans, il passait son temps à dessiner. Donc le fou de dessin, c'est lui-même, hein, qui s'est donné ce nom. Ça n'est pas un nom qu'on aurait pu lui attribuer a posteriori, c'est lui-même qui s'appelait de cette façon. Alors c'est un artiste qui s'est vraiment distingué puisqu'il a fait preuve d'innovation, ce qui était assez audacieux, hein, donc à l'époque. Ces innovations, il va en faire un certain nombre, donc je vais vous en parler en s'inspirant justement de ce qui se faisait en Occident, parce que malgré la fermeture du Japon, il y avait malgré tout des marchés hollandais qui continuaient donc de commercer beaucoup avec le Japon, et par ce biais, il y avait quand même des apports qui se faisaient de toute façon par l'extérieur. Et Hokusai a eu connaissance en fait du travail sur la perspective ou de la façon de peindre en fait en Occident, et il s'en est un petit peu inspiré. Donc on va en parler quand on va regarder sa série. Ce que je peux vous dire d'autre sur sa vie personnelle, en fait, c'est qu'il a été marié 2 fois et que 2 fois il a divorcé. Donc son deuxième divorce a eu lieu quand il avait 60 ans, autour de 60 ans. Donc c'est un artiste qui a vécu très âgé, hein, jusqu'à 89 ans. Vers la fin de sa vie, son atelier a brûlé dans un incendie. Et à partir de ce moment-là, alors il était déjà quand même très âgé à l'époque, et il a passé donc les 10-15 dernières années de sa vie, il les a passées dans un temple bouddhiste. Donc il s'est fait moine. Et il a quand même continué, hein, toujours à dessiner, mais donc dans cette dernière partie de sa vie, effectivement, il ne faisait plus d'estampes. On sait qu'il a eu, de ses 2 mariages, au total, il a eu 5 enfants. Certains de ses enfants ont travaillé avec lui comme assistant, et on sait aussi qu'une de ses filles, après avoir divorcé, est venue travailler avec son père, en fait, est devenue son assistante. Et il a donc également éditer des poésies. Alors, il ne faisait pas que pratiquer la poésie, ça aurait pu être juste un passe-temps, mais en réalité, il a réellement édité, hein, donc il y a des ouvrages qui ont été édités en son nom, et en particulier des haïkus.
Alors, parmi ces innovations, il a été le premier à employer le bleu de Prusse. Alors, le bleu de Prusse, en fait, c'est une couleur obtenue à partir de sulfate de fer et de sulfate d'aluminium. Et ensuite, il y a un procédé chimique. Donc, on fait chauffer ces pigments. Enfin, on introduit également d'autres ingrédients. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bleu de Prusse est en fait une des premières couleurs synthétiques, hein, dites obtenues de manière synthétique. Et cet artiste va donc être un des premiers à l'utiliser. Il va ensuite, évidemment, d'autres artistes vont lui emboîter le pas très vite, puisque cette couleur, elle produit un bleu intense, donc très couvrant, et vous allez voir qui correspond tout à fait, enfin, qui est tout à fait en harmonie avec les grands aplats de couleurs qui vont être utilisés dans les paysages. Dans ses estampes, Hokusai, il fait souvent référence au shintoïsme. Donc on va voir parfois des allusions aux esprits de la nature à l'intérieur de ces fameux paysages. Il est considéré comme l'inventeur du manga. D'ailleurs, le terme manga, vraiment qui désigne le dessin, apparaît à cette époque, et il va y avoir un développement important, évidemment, de toute cette production également de dessins à côté des estampes. Voilà, donc là, nous regardons des dessins. Il est connu donc pour avoir réalisé une quantité extraordinaire de dessins, et surtout pour avoir littéralement croqué en fait la vie, les activités, la population. En fait, on voit tout un tas, il aborde tout un tas de sujets, les passants, les commerçants, les personnes, les paysans au travail, tous les transports de marchandises, les combats de sumo. Voilà, il est aussi un grand observateur de la nature. Et il va produire des planches entières dignes de ce qu'on pouvait faire d'ailleurs à l'époque en Europe au XVIIIe siècle avec les botanistes qui observaient de très près les plantes et également donc les animaux, et qui les reproduisaient en essayant de les classifier de plus en plus. Et on a parfois dans certains dessins d'Hokusai, on a presque la sensation d'avoir une BD sous les yeux, tellement les dessins ont un aspect humoristique. Alors, je vais vous montrer de lui cette œuvre qui est les 36 vues du mont Fuji, qui est donc un recueil d'estampes sur le thème de cette montagne sacrée, donc montagne effectivement qui va apparaître dans toutes les vues que l'on va voir de manière constante au fil de toutes ces estampes. Par la suite, cette série va avoir tellement de succès et va être tellement admirée que Hokusai va produire d'autres vues. Donc, il va d'abord ajouter 10 vues supplémentaires. Donc, ça va devenir les 46 au lieu des 36 vues. Et puis, par la suite, il va également utiliser certaines de ces estampes pour les faire apparaître dans les recueils de poésie qu'il va éditer. Alors, dans ces estampes, on va avoir des plans rapprochés, comme ici. Vraiment, on est au pied de la montagne, littéralement. Alors, cette montagne, elle culmine à plus de 3700 mètres d'altitude. Donc, vous allez voir que sur les estampes qui représentent différentes provinces, on va avoir tout le temps en vue, évidemment, cette impressionnante montagne. Alors là, on est comme au pied de la montagne. Et donc, on va voir plusieurs planches qui représentent la montagne dans des atmosphères différentes. Donc, cette planche-là représente le Fuji par temps clair, vent frais.
Voilà, cette planche-là représente le Fuji à l'aube. Celle-ci représente la montagne dans la brume. Et celle-ci le représente sous l'orage. Alors on voit une constante évidemment dans ces différentes vues. La constante en fait c'est d'utiliser peu de couleurs, hein, de réduire en fait la palette de couleurs de manière à accrocher le regard et puis à utiliser donc une couleur donc légèrement dégradée en jouant également avec les pointillés ou les hachures. Alors, dans ce recueil, on a un dessin qui est sobre, avec de grands aplats de couleurs et des dégradés. La composition, elle est souvent réalisée avec des plans horizontaux qui se succèdent dans l'image et qui vont donner cette sensation de profondeur. Toujours pas de travail sur la lumière, hein, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à la peinture occidentale. Donc en Asie, on n'utilise pas du tout ces effets-là, et donc on se focalise uniquement sur les formes et les couleurs. C'est ce qui va d'ailleurs donner toute sa pureté finalement à l'image, parce que cette simplification, elle met en valeur justement les silhouettes, les formes, et évidemment l'éclat des couleurs n'en est que renforcé. Ici, on a des tonalités douces, hein, les jaunes, les orangés, qui contrastent avec les verts et les bleus, qui sont beaucoup plus durs. Alors, ces fameux contrastes colorés, on verra tout à l'heure hein, que ces contrastes, ils peuvent se jouer entre couleurs primaires et complémentaires également. Ces contrastes, ils permettent de donner finalement de la lumière, une lumière, de la travailler, cette lumière, uniquement à partir de couleurs. Et on pourrait dire que cette lumière, hein, donc entre autres évidemment à côté des blancs, cette lumière, elle est surtout apportée par ces différents plans colorés qui contrastent entre eux. Grâce à ces plans colorés, les formes se découpent, hein, se détachent très nettement. Et ça donne une sensation également de simplicité qui est agréable à l'œil, hein, qui est presque reposante. Souvent dans ces vues, les personnages apparaissent tout petits, comme on l'a vu d'ailleurs précédemment avec les hommes et les chevaux transportant des marchandises, ou comme ici avec ces personnages dans des barques surchargées de marchandises. Dans certaines vues, on a vraiment une réduction de la palette jusqu'à finalement ne plus utiliser que deux tonalités, hein, comme ici le vert et le bleu. Alors ça participe aussi, hein, la réduction de la palette, ça participe à cette simplicité, à cette lecture beaucoup plus fluide que l'on a de l'image. Alors pour donner les sensations de mouvement, le peintre va souvent revenir à la ligne. Et donc cette ligne, elle va, le trait, hein, donc cette fameuse importance du trait, ce trait sous forme de ligne, il va être utilisé, il va être employé justement pour donner ces sensations de mouvement, donc en particulier ici au niveau de l'eau. Et puis on voit le contraste entre donc les flots qui sont hachurés et dégradés et qui contrastent nettement avec le bateau qui lui est uniquement se présente uniquement d'une seule couleur comme un plan uni.
Alors ça fait d'autant évidemment mieux ressortir le bateau, et puis ça met d'autant plus en valeur justement le mouvement de l'eau. Dans cette vue, on a des détails pittoresques, hein, des expressions du visage des personnages. On voit que ces personnages sont tous chargés. Donc il y a un bébé dans le dos d'une femme. Il y a d'autres hommes qui transportent donc des marchandises. On voit donc cette animation au premier plan, hein, où on a un peu un fourmillement, une animation, un fourmillement de figures, et puis donc qui contraste avec l'arrière, finalement le fond de l'estampe. En arrière-plan, on voit que le paysage, lui, est presque désertique, hein. En tout cas, on a de grandes plages de blanc, et donc quelques couleurs, donc enfin, uniquement le bleu et le vert qui se détachent dans le fond. Les nuages aussi, hein, sont stylisés. Les nuages vont également devenir des sortes de plans colorés. Alors, le fait de dégrader la couleur, c'est quelque chose donc qui se faisait très peu à l'époque. Hokusai a copié un petit peu, s'est inspiré de cette manière de faire en voyant, hein, en ayant connaissance en fait de ce qui se faisait en Occident. Là, on a le même graphisme au niveau des flots, donc cette même sensation de mouvement qui est particulièrement forte, donc qui est donnée au premier plan. Alors au fond, on voit un pont. Ce pont, il a l'air littéralement suspendu, hein, presque, ou posé sur l'eau, on ne sait pas, hein, ça donne une sensation d'être littéralement suspendu. Alors ça, c'est un effet justement, hein, qui est donné parce que dans la peinture japonaise, on va travailler par plans colorés. Et effectivement, comme il n'y a pas d'effet d'ombre, ben, ça donne cette étrange esthétique, mais qui donne également cette simplicité et cette fluidité à l'image. Alors, dans certaines vues, on a des animations, hein, dignes, encore une fois, d'une BD, où on voit des personnages en pleine action, comme ici, en train de vider une maison ou de se faire passer des marchandises. On a la devanture d'un magasin, donc a priori, la devanture que vous voyez, les inscriptions, montrent l'entrée d'un magasin. On voit des cerfs-volants également qui s'envolent, voilà, tout un tas de petits détails littéralement saisis sur le vif, pour le coup, hein. Alors cette perspective-là, elle est intéressante parce que l'artiste nous fait littéralement entrer dans l'image avec ce groupe, hein. On a vraiment l'impression d'être intégré, d'être présent dans ce pavillon. Et on a tous les personnages qui sont de dos devant nous, enfin presque tous. Et on en voit un qui pointe le Fuji. Alors ici, on voit passer tout un cortège, hein, chargé avec des bœufs qui sont chargés de fagots. On voit donc que par rapport au premier plan qui est très animé, derrière, on a un arrière-plan donc qui va contraster avec cette immobilité, cette paix, hein. Donc c'est souvent ce qu'on a dans la série des 36 vues. On a ce contraste entre animation et immobilité. Alors, cette façon de faire, par contre, elle provient de la Chine. Dans les estampes chinoises, les artistes travaillaient beaucoup sur les zones animées, contrastant avec des zones vides, hein. Donc, on parlait de zones statiques et de zones dynamiques. Ils
il réemploie un peu ce procédé ici, mais évidemment en le déployant par rapport à ses paysages à lui et à son thème. Alors là, on est sur la route du Tokaido. Donc ça, c'est une route dont on va reparler tout à l'heure quand je vous montrerai le travail du dernier artiste. Cette route, elle reliait en fait la nouvelle capitale Edo à l'ancienne Kyoto. Alors là, le premier plan, il est souligné par les couleurs, puisqu'on a ce rouge et ce vert qui va littéralement englober tout le premier plan, même si on a du coup des rappels qui sont assez harmonieux, avec des rappels sur l'arrière-plan de ces deux mêmes couleurs. Mais en tout cas, ce premier plan, il va accrocher vraiment notre œil et il va littéralement, la couleur envahit tout ce premier plan et les personnages. Alors là aussi, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a tout le détail des attitudes, les personnages. Hein. On a l'impression littéralement d'avoir cette scène sous les yeux. Hein. Finalement, on a une sensation vraiment de fraîcheur, d'instantané. Là aussi, on a une sensation d'instantané, hein, puisqu'on a l'impression de voir passer les chevaux en plein galop. Et puis, il y a on retrouve cette façon de faire, de couvrir le visage. Alors, Okusa, il emploie souvent ce procédé de cacher les visages. Alors, il les dissimule hein, habilement, souvent grâce justement au chapeau. On le verra sur d'autres estampes où il a utilisé ce même procédé. Alors là, on a une vue enneigée avec un grand espace blanc dans le ciel qui est un petit peu animé avec quelques oiseaux. Et puis comme dans l'estampe précédente avec le personnage à l'intérieur du pavillon qui pointait le Fuji, on a également un nouveau personnage qui pointe de nouveau de la même façon la montagne, hein, comme pour conduire en fait notre regard littéralement dans l'image. Alors là, on voit une roue à eau, hein, un moulin en fait. Les paysans sont en train de transporter donc les sacs de céréales qui vont être broyés au moulin. Puis on retrouve cette façon de représenter les flots très graphique avec une succession de petits filets extrêmement fins là cette fois-ci. Là, on a la vue d'un pont, donc tout à l'heure, on en a vu un de loin. Celui-ci, cette fois-ci, on le voit nettement. Il est donc comme posé littéralement ce pont sur l'eau, hein. Donc pas d'effet d'ombre et de lumière, hein, aucun effet d'ombre porté. Donc toute la couleur, évidemment, de par ce procédé, toute la couleur est mise en valeur. On ne voit que la couleur finalement, et on a une sensation de plans qui se juxtaposent hein, les uns sur les autres. Alors une scène qui est toujours très animée puisqu'il y a une multitude de personnages, vous le voyez, hein, qui est en train de passer sur ce pont. Et puis là, on voit le Fuji au milieu d'arbres en fleurs, avec des halos roses et des petits pointillés blancs. Alors c'est vraiment une simplification finalement extrême de l'arbre, hein, puisqu'en réalité on ne voit que le tronc qui ne comporte pratiquement pas de dégradé. J'allais dire sans dégradé, mais c'est pas tout à fait exact. Il y a un léger dégradé, mais bon, qui est assez subtil entre le début des troncs et l'extrémité.
On a surtout une simplification du feuillage, puisque là, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les peintures ou même les gravures occidentales, où on va représenter vraiment le détail des feuilles. Donc là, on n'a absolument pas du tout cette façon de faire, hein. On a la prédominance de la couleur, donc il y a toujours cette pureté de la couleur qui est finalement sauvegardée par cette simplicité des formes et par cette schématisation, cette stylisation. Alors Okusa, il a vraiment l'art de nous montrer des petites scènes animées, tout à fait réalistes, hein, comme ici. Alors on est très tôt le matin et déjà on voit que beaucoup de personnes s'activent, hein, à côté des maisons. Là, on voit bien la composition en plans successifs, hein, un premier plan avec toute la population et les habitations, un deuxième plan, hein, qui évoque un peu le tour du lac à côté du village, et puis au fond, le troisième plan, donc avec le Fuji. Dans cette vue-là, Okusa n'a mis aucun personnage ni animaux, il n'y a même pas d'oiseaux. En fait, c'est une scène qui est uniquement centrée sur le paysage. Dans cette scène-là, il va donner davantage de détails. Alors, il fait des dégradés pour les contours des végétaux, par exemple, où il rehausse le sommet des collines ou le relief avec, du rouge. Et bien sûr, alors la dernière vue que l'on regarde de cette série, c'est la grande vague de Kanagawa. Donc c'est évidemment la vue qui est la plus connue, hein. Cette vague, elle est quand même extraordinaire. Elle exprime toute la force de l'océan. Elle exprime également une certaine menace, enfin en tout cas un suspense important, puisqu'on voit des embarcations au milieu de ces vagues. Alors, ce n'est pas simplement les vagues qui sont montrées, hein, dans leur monumentalité, c'est aussi des bateaux de pêcheurs au milieu. On voit d'ailleurs les attitudes des personnages. L'attitude, elle est vraiment liée à la menace, hein, puisqu'on voit que ces personnages sont tous couchés et tous exactement de la même façon sur les bateaux. Et puis le peintre, il a quand même représenté ces vagues, hein, de façon enfin, presque animale, finalement, puisque l'extrémité des vagues, on peut avoir vraiment l'impression de voir des griffes, et comme si on avait affaire finalement à un animal, hein, pour montrer toute la force et puis toute la sauvagerie aussi de cette tempête. Dans le fond, au niveau du ciel, on a une forme qui pourrait être tout à fait anthropomorphe, hein. On peut imaginer une sorte de figure avec une tête et des bras. Avec cette forme, le peintre évoque les esprits de la nature. Il évoque ce qu'on appelle les kami, donc propres aux croyances shinto. Donc ces esprits de la nature, alors esprits qui ne sont pas toujours bienveillants, hein, d'ailleurs. Il y a des esprits qui sont aussi malveillants, et puis parfois selon la saison ou selon le moment du calendrier, certains esprits peuvent être plus virulents à ce moment-là. Et donc, effectivement, dans le shintoïsme, on relie les intempéries, les problèmes climatiques, on les relie également à la colère des esprits. Alors cette composition, elle est magistrale, hein, parce qu'il y a vraiment une grande force expressive. Il y a toujours donc en vue la fameuse montagne sacrée. Donc grande force, hein, donc stylisation, et puis cet effet donc véritablement de vie presque animale, avec cette sensation de griffe.
Alors, là, ma diapo s'est coupée par rapport au nom d'Hiroshige, donc il faut lire Utagawa, Utagawa, Hiroshige. Il manque le U, en fait, hein. Voilà. Cet artiste-là, il va également donc créer un recueil célèbre dans les années 1830. Je vais vous le montrer. Donc je vais vous montrer un peu moins de vues parce que j'ai mis l'accent sur Okusai. Je vais vous montrer un peu moins d'estampes concernant Hiroshige, mais je vais quand même vous montrer une de ses séries célèbres. Donc on sait de cet artiste que lui aussi, il a été marié 2 fois. Alors la première fois, il s'est retrouvé veuf. Il avait une quarantaine d'années et il avait 3 enfants en bas âge. Et par la suite, on sait qu'il s'est remarié avec la fille d'un fermier qui était beaucoup plus jeune que lui, avec qui il a eu 2 autres enfants. Donc au total, il a eu 5 enfants. Certains de ces enfants ont travaillé avec lui comme assistants également. On sait qu'il a donc... lui aussi eu beaucoup de succès de son vivant. Vers la fin de sa vie, il a été emprisonné. Il était emprisonné sur l'ordre du shogun parce qu'il a en fait il a représenté, il avait réalisé des dessins mettant en scène un des généraux du shogun avec des courtisanes. Donc il a été emprisonné pour ça. Et donc il est mort d'ailleurs peu de temps après sa sortie de prison. Et donc il avait 61 ans. Pardon, et par rapport à ses origines, il est né dans une famille d'anciens samouraïs reconvertis en officiers du feu. Donc le shogun employait une caste de personnes qui étaient donc les officiers du feu et qui étaient là pour protéger, donc qui étaient à la fois des gardiens et qui étaient censés intervenir donc comme des pompiers en fait hein, contre les dégâts du feu. Donc sa famille faisait partie de cette caste, en fait, de ce métier, de cette catégorie, pardon. Lui-même était donc quand on faisait partie de ce métier, les enfants étaient obligés de reprendre la charge de leurs parents et donc Hiroshige a également travaillé à côté de son travail en tant qu'artiste. Il a également été ponctuellement employé dans des missions donc par rapport à son travail d'officier du feu. Voilà, je vais vous montrer donc quelques estampes du recueil des 53 relais du Tokaido. Donc dans ces estampes, vous allez voir, elles sont conçues avec une grande uniformisation, hein, on pourrait dire, de couleurs. Il y a une certaine unité dans cette série, ce qui n'est pas le cas chez Hiroshige, c'est beaucoup plus varié. Ses propositions sont beaucoup plus variées. Donc là, on va voir que cette série-là, elle est très unifiée autour essentiellement de l'utilisation du jaune orangé et du bleu, le fameux bleu de Prusse. Oups, pardon, je vous donne quand même, je dis un mot sur cette estampe où l'on voit donc une foule de personnages traverser un pont. Alors chez Hiroshige, on va trouver, hein, comme chez Okusai, on va trouver donc les petites anecdotes, des détails sur les personnages, les mimiques. Donc tout ça, évidemment, va participer, va donner beaucoup de vie aux estampes. Il y a aussi dans ces paysages avec des vues beaucoup plus dégagées, il y a cette composition tripartite. Alors à chaque fois, on va avoir 3 zones en général et puis toujours un premier plan qui est mis en valeur, soit avec des scènes animées, soit avec des gros plans ou une couleur intense. Dans cette série, on voit beaucoup de passages à guet. Donc, on voit beaucoup de personnages transportés par des serviteurs et beaucoup de transports également de marchandises. Dans ces compositions, Hiroshige joue avec les courbes. Donc, on voit ici hein, qu'il crée une sorte de composition centrée sur la plage.
et qu'il stylise également beaucoup. Alors au fond, les rectangles blancs que vous voyez, en fait, ce sont les voiles des navires stylisés. Ça fait partie des innovations d'Hiroshige, hein, d'aller très loin, parfois dans la stylisation. Alors, d'une estampe à l'autre, hein, donc il peut y avoir également des détails qui sont beaucoup plus minutieux, comme ici, hein, où on voit les bateaux qui sont vraiment détaillés. Par contre, ce qu'ils pratiquent, ce sont souvent des contrastes entre zones extrêmement détaillées, comme là où l'on voit les voiles, les cordages, où on a vraiment tout le détail des bateaux, et qui contrastent avec des zones qui sont traitées de manière très stylisée, comme les maisons derrière. Voilà, alors on a encore ces fameuses scènes très animées, un peu dans le style, bien sûr, de ce que faisait déjà Hokusai, hein. Donc Hiroshige, il essaie de créer des compositions qui sont innovantes. Voilà, il essaie également, parfois, il alterne entre des vues très dégagées et puis des vues très cadrées où on a vraiment un détail donné sur une maison. Voilà, toujours ce bleu de Prusse intense, hein, donc merveilleuse couleur, très stable et qui permet de donner ces bleus opaques et lumineux. Alors dans toute cette série, on va voir l'orange qui contraste avec le bleu. Alors effectivement, l'orange, en fait, ça permet, en contrastant avec le bleu, ça permet d'augmenter en fait les couleurs, augmentent leur luminosité par ce contraste-là, hein. Là, on a l'impression vraiment d'être avec les voyageurs, hein, en train de traverser sur ce chemin au milieu des marécages. Alors pour l'eau, hein, pas de reflets compliqués. On a évidemment des parties qui sont légèrement ombrées, mais on a surtout une simplification, hein, qui est donnée avec quelques dégradés et des hachures, hein, qui suffisent, hein, en fait, hein, à suggérer sans qu'on ait besoin de donner plus de détails. Les détails, il va les donner plutôt sur les personnages. Là, on a un plan serré sur donc tout un tas de, de personnes en train de transporter des marchandises ou de s'apprêter à charger des chevaux. On a un plan serré qui ne permet pas de voir finalement beaucoup de détails sur l'environnement autour, mais finalement l'action, elle, enfin l'intérêt évidemment est porté sur ce qui se passe dans ce groupe et dans le chargement des marchandises. Donc effectivement, ce cadrage serré, il permet de se concentrer uniquement sur là-dessus. Alors on voit, hein, les mimiques des personnages qui grimacent un peu, hein, sous l'effet de l'effort. On en voit d'autres qui ont l'air amusés, un autre qui se met les mains sur la tête, hein. Donc on peut imaginer, on peut s'imaginer un peu comme dans des bandes dessinées, on peut s'imaginer les émotions ou des sentiments que peuvent ressentir les personnages. Et puis il y a ce personnage qui est penché aussi, cette posture un peu amusante où on voit le personnage de dos penché en avant. Alors, ce que pratique aussi Hiroshige, c'est des plans dans lesquels on est littéralement embarqué dans l'image. Donc, au premier plan, on a cette barque avec ces personnages qui nous entraînent, hein, qui nous entraînent finalement à rentrer littéralement dans le paysage. Ce premier plan détaillé, hein, dans lequel on voit vraiment le détail de la barque, dans lequel il y a d'ailleurs des dégradés. Il contraste avec le reste évidemment du paysage dans lequel on voit juste des personnages représentés tout petits, ou bien avec la simplicité aussi du fond, puisque dans le fond, on n'a plus finalement que des ombres chinoises littéralement.
Alors là, il a simplifié, il a juste utilisé du jaune et du bleu, en fait, hein, qu'il a fait contraster, de manière à donner cette luminosité sur le plan sur lequel vont apparaître les animaux. Il y a une simplification hein, dans le dessin des hachures, finalement, qui est assez uniforme, qui est un petit peu partout le même. Et les couleurs hein, qui restent également les mêmes, hein, donc uniquement orientées sur ces deux couleurs. Et puis on a toutes les attitudes des animaux qui est assez intéressante, quelques personnages également qui donnent beaucoup de vie à la scène. Alors dans les estampes d'Hiroshige, on voit souvent de la pluie, pluie matérialisée par des lignes fines et obliques. Et cette pluie, vous allez la revoir tout à l'heure, où on a un effet de vent qui est un petit peu plus fort. Alors, on a aussi des effets d'ombre, mais qui sont, on va dire, tout à fait aléatoires, hein, et puis qui ressemblent encore à des plantes de couleur, avec ces taches brunes qui s'étirent sur le sol et qui donc peuvent évoquer les ombres des arbres, mais qui les évoquent de manière tout à fait schématique. Puis on a un joli contraste aussi au niveau de l'eau, où on voit cette bande de couleur bleue soutenue hein, au niveau du rivage, et puis plus loin, la couleur qui devient tout à fait blanche. Voilà, ici, on a, en plus de la pluie, on a la force du vent. On a l'impression que les personnages sont littéralement déséquilibrés, hein, qu'ils combattent pour avancer, la tête enfoncée dans les épaules. D'ailleurs, certains se protègent avec leurs vêtements ou des ombrelles. On voit aussi le profil, le contour des arbres, le profil des arbres qui est couché vers l'avant. Voilà, donc de nouveau, hein, une grande force expressive finalement, avec peu de moyens, mais une composition qui est ingénieuse et des choix aussi, hein. Ici, on a un pont qui est assez détaillé. On voit hein, le bois, on voit toutes les pièces, le différent assemblage. Et par contre, de nouveau, ce pont, malgré le détail, eh bien, on a l'impression qu'il vient se juxtaposer sur le plan de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'autres effets, hein. Donc, ce pont enjambe l'eau et il est reproduit, posé littéralement dessus. Alors c'est une des raisons, hein, cette façon de faire, ce style, c'est une des raisons pour lesquelles on a parlé d'image du monde flottant, hein, parce qu'il y a souvent ce genre de choses, hein, des éléments qui semblent un peu suspendus les uns par rapport aux autres. Sur ce pont, on voit un enfant en train de gesticuler, on voit des personnes qui sont en train de se pencher et de regarder dans l'eau, on voit une personne qui a l'air âgée avec une canne et un éventail. Et puis à droite, des paysans qui travaillent dans une rizière. On voit même quelque chose s'envoler, on a l'impression qu'il y a un cerf-volant qui s'est détaché. Voilà, une façon de saisir l'instant, évidemment, et toujours de donner de la vie, d'animer un petit peu plus les estampes. Alors là, on a une vision crépusculaire avec une lune magnifique derrière les arbres. Et puis on a des personnages qui sont en train de passer, dont un qui porte une sorte de marionnette, de tête de marionnette dans son dos, hein, sans doute un forain. Et une vue enneigée où les têtes des personnages disparaissent. Alors on a l'impression hein, qu'il y en a un qui a cherché à se protéger avec une ombrelle et presque qu'elle s'est refermée sur lui. De temps en temps, il y a des petites allusions un petit peu humoristiques aussi chez Hiroshige. Et là, on voit un cortège qui est en train de monter une colline, hein, qui est en train de monter, on dirait qu'il monte en direction du sanctuaire.
On voit que tout dans la composition est mis au service finalement de cette ascension et les arbres, le profil des arbres couchés, hein, on a un peu la sensation de l'effort également du cortège qui gravit la montagne. Voilà. Et je vais terminer en vous parlant rapidement de l'influence donc qu'ont eu ces estampes japonaises au moment de l'ouverture du Japon. Dans les années 1860, en fait, le shogunat va être remplacé par la restauration de l'Empire. Et donc, à la suite de cette restauration de l'empereur et de son pouvoir, on va donc avoir une redécouverte littéralement en Occident de cette culture. Et on va découvrir en fait ces fameuses estampes qui se sont tellement développées pendant cette période de Edo. Et, et ce qu'on appelle donc en France en particulier le style Art Nouveau va énormément s'inspirer en fait des estampes japonaises. Alors, dès l'ouverture du Japon et du commerce, on va voir apparaître donc énormément de ces œuvres qui vont circuler en France. On va avoir une inspiration de la part des artistes, toutes sortes d'artistes d'ailleurs, hein, que ce soit les plus innovants comme les plus traditionnels. Donc là, on voit par exemple un artiste français, hein, malgré son nom, un artiste français qui avait qui s'est lancé en fait dans le thème et qui a réalisé beaucoup de portraits de femmes comme ça en kimono. Il y a également des artistes américains comme William Merritt Chase qui se sont beaucoup inspirés donc de ces japonaises véhiculées dans les estampes et qui les a représentées en peinture. Il y a également Edgar Degas qui s'est lui inspiré directement de travaux d'Utumaro. Donc on regarde ici des estampes d'Utumaro à côté des pastels de Degas. Degas avait fait une collection très importante d'estampes japonaises hein, au moment où il a réalisé cette série de pastels sur les femmes à leur toilette. Marie Cassatt, qui était une amie de Degas, a également pratiqué la gravure dans un style japonisant. D'ailleurs, on utilisait littéralement ce terme de japonisant, tellement évidemment l'inspiration était forte, était directe avec ce que faisaient les Japonais. Alors, la seule différence, donc elle a repris beaucoup donc, d'esthétique japonaise, en particulier le travail par aplat superposé. Elle s'est beaucoup inspirée également du thème féminin des femmes et donc elle a puisé son inspiration dans la collection de Degas. Mais contrairement aux estampes en gravure sur bois, elle a utilisé la gravure sur cuivre. Van Gogh s'est également inspiré directement des œuvres d'Hiroshige. Alors ici, on voit une vue d'Hiroshige à gauche et on voit une interprétation de Van Gogh à droite. Alors dans ces interprétations, Van Gogh fait en fait un hommage aux artistes japonais. C'est ce qui explique ces drôles de cadres couverts d'inscriptions japonaises. Donc en fait, c'était sa manière à lui. Il l'a expliqué comme étant un hommage aux artistes japonais. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes de ces fameuses inspirations japonisantes qui ont donné des œuvres donc dans le travail des impressionnistes et des néo-impressionnistes. Alors, les plans rapprochés, les arbres en fleurs, les ponts, évidemment. Hein. Donc, ça, c'est une inspiration qui est directement puisée dans l'art japonais. Là, vous reconnaissez le travail de Monet avec son fameux pont japonais dont il a fait énormément de déclinaisons et puis toute sa série sur les nymphéas. Donc ces ponts japonais, évidemment, il les a vus hein, avant d'en vouloir un chez lui et d'en installer un dans son jardin à Giverny. Ben, il les a d'abord vus sur les estampes. Monet, ça a été également un grand collectionneur d'estampes.
surtout à partir de son deuxième mariage, hein, puisque vous savez qu'à partir du moment où il va se remarier, donc il s'installe avec sa deuxième épouse à Giverny, et deuxième épouse qui va lui offrir en fait de nombreuses estampes, puisqu'il se remarie avec une de ses clientes fortunées, en fait, hein, Monet. Là, par exemple, on voit sa première épouse, hein, donc sa première femme qui n'était pas du tout fortunée, elle, qui était de la même condition que lui, qu'il a représentée avec un magnifique kimono. Et au décès de sa première épouse, ensuite, Monet va épouser une de ses clientes fortunées. Et c'est à partir de là, hein, qu'il va pouvoir constituer cette fameuse collection d'estampes. Alors, il y a des exemples un petit peu chez tous les impressionnistes, en fait, et les néo-impressionnistes, hein. Donc, on le voit ici avec Toulouse-Lautrec, lui aussi, qui a habillé un de ses modèles avec un kimono. Dans le travail de Lautrec, c'est encore plus évident, évidemment, son inspiration japonaise, parce qu'il va, justement, par le biais de l'art de l'affiche, il va pouvoir appliquer au plus près la simplification des aplats de couleurs japonisants. Alors évidemment, Toulouse-Lautrec est extrêmement créatif, par ailleurs, hein, très innovant, mais il s'est quand même largement inspiré de l'esthétique du Japon. Voilà, les nabis également, avec l'abandon de la perspective traditionnelle chez les nabis pour adopter des plans successifs, et donc ces plans simplifiés, soit des plans imprimés, soit des plans de couleur. Voilà, donc on voit très très bien. Et je vous montre les dernières images. Donc vraiment, on parle de japonisme. On est à la fin du 19e siècle et donc début du 20e siècle. Hein. Ce courant, il va vraiment couvrir tout ce passage du 20e siècle où l'on va en revenir à des compositions végétales, mais avec énormément d'allusions aux compositions japonaises, en particulier la présence des insectes, donc beaucoup de papillons, beaucoup d'écarpes. Hein. Émile Gallé, il va puiser vraiment dans le répertoire décoratif du Japon. Il va représenter des carpes, il va représenter des chrysanthèmes. Enfin, beaucoup de fleurs, donc la chrysanthème qui est le symbole, la fleur symbole de l'empereur du Japon. Voilà. Et il y a même Henri Rivière, dans les années 20, qui va créer une série sur les 36 vues de la Tour Eiffel. Je vous montre 3 vues. Voilà. Et la dernière expo qu'il y a eu, pas très loin finalement, à Aix-en-Provence, sur ce sujet des estampes japonaises, c'était à l'Hôtel de Caumont, au Centre d'art d'Aix-en-Provence. Et donc c'est une expo qui a eu lieu entre fin 2019 et début 2020. Et justement, cette exposition, elle portait sur Hokusai, Hiroshige et Utamaro. Voilà, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée de créer cette séance pour vous présenter ces estampes. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci pour votre...